Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle chronique Sciences et Fiction. Dans cette chronique, nous aborderons donc les sciences en fonction de l'actualité scientifique du moment, ainsi que la science-fiction, un thème très fréquent que ce soit dans les livres, les séries ou les films. Pour cette première chronique, je vais commencer par vous raconter ce qui m'est arrivé il y a à peu près 2 ans, lorsque, avec un ami, nous avons fait la première de notre spectacle de science-fiction à Cambrai. Un journaliste m'a contacté pour faire une interview pour le journal, histoire de faire un peu de publicité au spectacle. Et la toute première question de journaliste a été « Comment en êtes-vous venu à raconter des histoires fantastiques ?» Je ne m'y attendais pas, j'étais relativement déstabilisée, je n'ai pas trop su que lui répondre et l'ensemble de l'interview s'est déroulé dans ce sens. Et ce n'est qu'à la toute fin que j'ai compris qu'en fait la personne qui m'interviewait avait confondu le fantastique et la science-fiction. Une erreur fréquente que l'on retrouve jusque dans les librairies où vous trouvez un mélange de tous les genres sous le terme science-fiction, fantasy, fantastique. Ils mettent un mot et vous avez un peu de tout à l'intérieur. Dans ce premier numéro, il me semble intéressant déjà de définir ce qu'est la science-fiction. C'est un genre très large qui va recouper d'autres genres et la définition n'est pas toujours évidente. Lorsqu'on parle de science-fiction, on pense planètes, monstres, extraterrestres, grandes guerres intergalactiques. Il y a aussi la science-fiction d'anticipation, les uchronies, le steampunk, un tas de sous-genres différents qui vont tous avoir des points communs. Et la chose importante en science-fiction, l'un des points que l'on retrouve dans toutes les nouvelles, dans tous les romans, c'est que c'est une fiction spéculative. Que se passerait-il si ? Le point de départ va être là. Qu'est-ce qui se passerait si les machines à vapeur l'avaient emporté sur les machines électriques? Que se passerait-il si on se déplaçait toujours en dirigeable? Que se passerait-il si on pouvait voyager vers d'autres mondes? Que se passerait-il si l'Empire romain ne s'était pas écroulé? Que se passerait-il si les Celtes dominaient le monde? Tout un tas de questions auxquelles l'auteur apporte une réponse. Il y aura donc un décalage conceptuel entre notre monde à nous et le monde dans lequel vont évoluer les personnages. Il y aura une technologie différente, une organisation de la société différente, une époque différente, qui vont permettre ainsi au lecteur de savoir qu'il est dans un autre univers, de savoir qu'il est dans un univers fictionnel. En science-fiction, l'univers dans lequel évoluent les personnages est presque plus important que les personnages eux-mêmes, de même que l'idée sous-jacente qui va être développée à travers l'histoire. Généralement aussi en science-fiction, le récit va reposer sur un fait scientifique. Il y a là-dessus quelques débats, notamment si on s'approche de tout ce qui est science-fiction dans la période antique, puisqu'à l'Antiquité grecque, il y avait un développement des sciences et surtout de la technologie très limité, et donc il y a des débats à ce sujet, est-ce que c'est bien de la science-fiction ou non ? Mais à l'heure actuelle, notamment depuis les précurseurs comme Jules Verne ou Wells, il y a un consensus signifiant qu'il va y avoir une technologie particulière, des faits scientifiques particuliers sur lesquels les auteurs vont s'appuyer et qui vont permettre ainsi au lecteur de savoir qu'il est bien dans un univers complètement différent de son univers quotidien. C'est notamment ce qui va différencier la science-fiction du fantastique, puisque dans le fantastique, on va être dans l'univers quotidien, l'univers réaliste et banal dans lequel on va évoluer chaque jour, et un fait surnaturel complètement inexplicable va survenir. Évidemment, généralement, dans la vie réelle, quand des morts viennent vous parler ou quand le diable débarque, les gens ont peur. Dans le fantastique, ça va se retrouver. Les gens, les protagonistes confrontés au surnaturel qu'ils ne peuvent absolument pas expliquer, vont généralement suivre une angoisse, un stress, et les choses ne se passent pas toujours très bien. L'une des grandes nouvelles fantastiques, ça va être Le Chat Noir d'Alan Edgar Poe, qui, effectivement, n'est pas dans une atmosphère très gaie et très joyeuse. Le fantastique, tout le monde en a déjà étudié au collège en général. On a vu le Horla de Maupassant, La Morte amoureuse de Théophile Gautier, de grands classiques qui permettent de mieux se rendre compte peut-être de ce que c'est vraiment du fantastique quand on est vraiment dans ce monde banal de la vie de tous les jours et on se dit que ça pourrait nous arriver à nous en fait. Peut-être qu'un jour le diable arrive et nous parle. L'avantage en science-fiction, c'est qu'on ne peut pas trop faire cette confusion. L'univers est tellement décalé le lecteur ne peut pas réellement imaginer être dans cette situation, on peut difficilement penser que ça va nous arriver. La science-fiction, donc, va être basée beaucoup sur un univers scientifique, technologique, et c'est ce qui va le différencier aussi de la fantasy. Même si Terry Pratchett disait que la science-fiction, c'est de la fantasy avec des boulons,
Il y a un certain nombre de choses qui vont différencier ces deux genres. La science-fiction donc s'appuie sur les sciences, alors qu'en fantasy, on est dans un univers plein de magie. La fantasy se rapproche beaucoup du conte merveilleux de notre enfance, et c'est dans sa continuité que ça s'est développé. L'exemple le plus connu de la fantasy, ça va être le Seigneur des Anneaux de Tolkien, où la magie fait partie intégrante de l'univers dans lequel évoluent les personnages. Aucun n'est surpris que Gandalf ait des pouvoirs magiques, ou qu'il y ait des créatures féeriques qui volent dans les airs. Même si la fantasy ne se passe pas toujours dans un univers lointain et médiéval comme celui de Tolkien, on va pouvoir avoir de la fantasy beaucoup plus contemporaine, comme dans Harry Potter, tous ces magiciens qui évoluent dans notre monde à nous, ou même dans la littérature latino-américaine où on a ce qu'on appelle le réalisme magique, où vous êtes dans un univers normal et où la magie survient et où elle est totalement acceptée par les personnages. C'est ce qui va différencier la fantaisie du fantastique. Dans le fantastique, le surnaturel est rejeté par les protagonistes, alors que dans la fantaisie, c'est partie intégrante du monde. Bien évidemment, les limites frontières ne sont pas aussi nettes que ce que l'on pourrait dire. Il y a des mélanges joyeux qui se font entre science-fiction et fantasy ou fantastique, notamment le très très connu Star Wars, la guerre des étoiles, ou dans un univers clairement de space opéra où vous avez des grands vaisseaux qui traversent l'univers pour se livrer la taille, vous avez des Jedi qui ont un pouvoir magique baptisé la Force. Donc là, on se rapproche de la magie, même si dans les épisodes 1, 2, 3, on explique d'où ça vient, la chloritide et compagnie. Dans les tout premiers épisodes diffusés dans les films, il n'y avait pas vraiment d'explication, c'était une sorte de magie, de pouvoir qu'ils avaient. Et par là, donc, on va retrouver un peu un mélange entre science-fiction et fantasy. D'ailleurs, il y a la 3e loi de Clarke qui nous dit que lorsque la technologie est suffisamment avancée, elle est confondable avec de la magie. Tout à l'heure, j'ai évoqué les tout premiers récits de science-fiction, la proto-science-fiction, avec Lucien de Samosate, les histoires vraies, où on a des grandes guerres entre la Lune et le Soleil et des tas d'animaux fabuleux qui sont des montures de combat. Mais globalement, la science-fiction est quand même beaucoup plus récente. En France, le grand précurseur de la science-fiction, le père de la science-fiction, est bien évidemment Jules Verne. Jules Verne dont tout le monde a entendu parler, même si on ne l'a pas lu, on sait qui il est. Avec 20 milieux sous les mers ou de la Terre à la Lune, Jules Verne qui a écrit les premiers récits scientifiques, basés sur tout ce qui l'on supposait possible à l'époque. Puisqu'évidemment, à l'époque de Jules Verne, envisageait qu'on pourrait réellement aller sur la Lune avec des fusées. Beaucoup y avaient pensé, mais peu en ont fait des récits aussi intéressants. Dans les grands précurseurs de la science-fiction, on va s'y trouver H.G. Wells, qui nous a écrit La machine à explorer le temps. Il a ainsi exploré des thèmes que Jules Verne n'avait pas explorés malgré sa grande production. Il envisage ce que serait l'avenir de l'humanité dans quelques centaines de millions d'années. À l'époque, la science-fiction servait soit à promouvoir des idées scientifiques, soit à faire une critique de la société, comme c'est le cas pour Wells. Puis, petit à petit, la science-fiction a pris son essor, et notamment dans les années après-guerre, on va avoir de très grands auteurs qui sont Isaac Asimov ou Arthur C. Clarke, qui vont avoir une production très importante de livres et qui vont faire ce qu'on va nommer de la hard SF, de la science-fiction basée à 100% sur des faits scientifiques le plus réalistes possible. Notamment, Arthur Clarke a travaillé avec des spécialistes en intelligence artificielle pour écrire 2001, l'Odyssée de l'espace, qui a été mis en film par le grand Stanley Kubrick, et dans lequel il a donc une vision très réaliste de ce que pourrait être l'intelligence artificielle dans les années 2000. On n'a malheureusement pas encore atteint son niveau, on ne peut pas encore discuter réellement avec des ordinateurs, mais cela viendra bien. Certains ont même poussé le concept de hard SF très loin, où on peut carrément avoir des cours sur la théorie de la relativité dans certains livres, où il faut un peu s'accrocher pour le lire. C'était donc un peu les années fastes de la science-fiction. On avait aussi bien évidemment des écrivains qui étaient un peu plus libres par rapport aux faits scientifiques et qui ont fait de la science-fiction molle, avec le guide du voyageur galactique de Douglas Adams, où là c'est du voyage à travers l'espace complètement déjanté et où l'humour prime sur tout le reste, et qui fait aussi partie des très grands classiques de science-fiction.
En France, on n'a pas été en reste, on a quand même Barjavel, qui nous a écrit quelques romans de science-fiction post-guerre. Barjavel, qui est l'un des rares auteurs de science-fiction à être étudié au collège, parce que la science-fiction a eu beaucoup de mal à s'imposer en tant que genre littéraire sérieux. La science-fiction a longtemps été considérée comme un genre, un sous-genre de la littérature qui ne valait pas forcément la peine de s'y arrêter. Et fort heureusement, de très nombreux auteurs qui ont une magnifique écriture vont à l'encontre de cette idée reçue et donnent ces lettres de noblesse à la science-fiction. Des nombreux auteurs contemporains, actuels, dont nous aurons l'occasion de reparler dans les chroniques à venir. Si vous aimez la science-fiction, il y a un nombre de lectures, bien évidemment, nous en parlerons à chacune des chroniques. Mais pour l'heure, j'avoue que je vais plutôt vous conseiller une série télé pour bien voir la différence entre le fantastique, la science-fiction, la fantasy et comment tout ça peut joyeusement se mélanger. Ça a été très brillamment réussi dans la grande série La 4e dimension. Dans chacune de ces chroniques, je vous lirai des extraits de livres pour vous donner l'envie de découvrir un auteur ou un roman. Mais pour commencer, pour cette première chronique, je vais vous lire quelques très courtes fictions que j'ai écrites récemment. Jeune, elle était tout feu tout flamme. Vieille, sage et ridée, elle a abrité la vie avant de disparaître. Au cours de son histoire, une espèce s'est distinguée parmi des milliards d'autres. Une espèce unique, exceptionnelle, fascinée par les smokings. Et cette espèce, elle s'appelait pingouin. Le pulpe-poulpe étendit ses tentacules et tâta tout autour de lui. Alcool liquide léquardien sur terre terrestre survolé par une bulbeuse libellule balbutienne. Aucun doute, il n'était pas au bon endroit. Il leur avait bien dit de tourner à gauche à l'antépénultième univers. « Allô, docteur, mon fils est passé à travers le mur de sa chambre pour venir dans la mienne. »« Quel âge a-t-il ?»« À peine 8 mois. »« Ne vous inquiétez pas, ça lui passera en grandissant lorsqu'il comprendra que c'est impossible. »« Ouf !» Dans ces chroniques, nous parlerons donc aussi des faits scientifiques actuels. Et l'actualité de ces derniers jours, bien évidemment, c'est la confirmation de la présence d'eau liquide sur Mars. Alors, quand on dit présence d'eau liquide, il ne faut pas imaginer des grands océans, ni même de jolis petits filets d'eau qui coulent. C'est simplement un ruissellement le long de parois, de cratères, au niveau équatorial de Mars. Ce ruissellement n'a lieu que durant la belle saison, lorsqu'il fait suffisamment chaud. Mars, c'est-à-dire lorsqu'on atteint les températures fabuleuses de 27 degrés Celsius. Et cette eau serait malheureusement très peu comestible, étant donné que la seule solution pour que de l'eau puisse exister à l'état liquide sur cette planète aux pressions et aux températures extrêmement basses est la présence d'une très grande quantité de sel perchlorate, qui sont relativement peu conseillés pour la consommation habituelle des gens. Cette eau, on n'est pas encore tout à fait sûr d'où elle provient. Elle pourrait provenir de l'absorption par les sels, justement, de l'eau atmosphérique de Mars. Donc les sels absorberaient l'eau qui est en l'état de vapeur dans l'atmosphère et en la concentrant, réussirait à la transformer, entre guillemets, à la refaire passer à l'état liquide, et ainsi l'eau pourrait ruisseler le long des cratères martiens sur la zone équatoriale. Il y a bien longtemps, vers 2007-2008 déjà, on avait détecté la présence de ce ruissellement grâce à des photos qui montraient des variations des parois des cratères entre la belle et la mauvaise saison sur Mars, mais on n'avait aucune preuve qu'il s'agissait bien d'eau. Et donc là, ce que la NASA a annoncé, c'est qu'il y a eu détection de la présence de sels après évaporation des eaux, justement, le long de ces parois. Et la présence de ces sels nous permet de plus ou moins confirmer que c'est bien de l'eau liquide qui ruisselle le long des parois. Pour coloniser Mars, ça ne va pas forcément nous avancer à grand-chose, par contre, puisqu'on ne pourra pas la boire. Par contre, l'intérêt de tout cela est que, vu qu'on recherche activement la présence de vie sur d'autres planètes, et que Mars est une excellente candidate en tant que planète abritant la vie,
Les zones où cet eau ruisselle pourraient être plus propices à la détection de formes de vie justement sur Mars. Le tout maintenant va être de réussir à trouver ces formes de vie si elles existent, puisque la présence d'eau n'étant que partielle dans l'année, il faudrait que ces formes de vie puissent subsister pendant toute une période sèche. Et leur détection va donc s'avérer très ardue, d'autant plus que l'une des grandes précautions à prendre est de ne pas contaminer la planète par nos propres bactéries ou nos propres virus, et que donc l'arrivée de tout engin de prélèvement nécessite une stérilisation très poussée au préalable, qui bien évidemment a un coût très élevé. Mais qui sait, peut-être que d'ici à ce que l'homme arrive à coloniser la planète Mars, nous aurons réussi à mettre en évidence l'existence d'une vie propre à la planète martienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Nous nous retrouverons le 28 octobre pour parler du voyage dans le temps, étant donné que nous serons en octobre 2015, une date importante dans un film, Retour vers le futur. À bientôt donc. Au revoir.